dans le thème du jeu vidéo avec une IA Gen qui vous crée des jeux vidéo. Alors, ça parle de quoi ? Globalement, le premier sujet, c'est que Microsoft a sorti une nouvelle page, une nouvelle landing page qui s'appelle... Je vois Antoine qui a failli sortir trop vite son screenshot qui n'était pas le bon. Bien joué, Antoine. Qui s'appelle Azure AI Foundry Labs. Donc, alors, c'est quoi encore cette appellation ? On reste dans l'univers Foundry. Globalement, ce n'est qu'une extension du site Azure AI Foundry classique avec un slash labs qui t'amène sur une page dédiée. Et sur cette page, Microsoft te présente toutes ses avancées en recherche. Celles dont je vous ai beaucoup parlé sur les 2 années passées, les modèles Aurora pour la météo, pour etc., la bourse et tout, ouais. Pour la bourse, etc., ils ont décidé de leur apporter plus de visibilité. Et c'est plutôt pas mal parce que ça passait souvent dans les blogs un peu de manière inaperçue ou sur le site Research, mais très isolé. Là, il y a quelque chose qui est un peu plus... qui vante un peu l'innovation, on va dire. Donc, on retrouve des gros articles et on retrouve, du coup, la mise en avant de ces fameux modèles depuis quelques temps et on sent une accélération parce que là, ils en ont sorti 4-5 d'affilée, alors qu'avaient été présentés par Microsoft sur les derniers mois. Mais on a de la vidéo cette fois, des choses explicatives, c'est assez sympa. Et du coup, qu'est-ce qui nous amène sur le monde du jeu vidéo ? C'est qu'ils ont sorti un modèle qui s'appelle Microsoft, donc qui s'appelle Muse. Enfin, Microsoft Muse, le modèle s'appelle Muse, proposé par les équipes recherche. Et du coup, c'est une IA générative de jeux vidéo. Alors, je vais rentrer un peu dans le détail parce que c'est un peu plus complexe que ça. L'idée, c'est qu'ils ont entraîné un modèle sur un jeu qui s'appelle, alors Romain, je me réfère à toi, peut-être que tu connais, qui s'appelle Bleeding Edge. Est-ce que ça te parle ? Pas du tout. Pas du tout. Oh là là. Perdu. Perdu. Donc, Bleeding Edge, tu ne le connais pas. Peu importe. Ça a été leur base de référence. Et ils ont entraîné sur à peu près 1 milliard d'images et d'actions de manette. Ok. Ce qui correspond à peu près à 7 ans de jeu humain continu, d'après ce qui a été annoncé. Ça leur permet de faire quoi ? Ça leur permet de faire 2 choses. Alors là, c'est ce qu'on va voir à l'écran. C'est qu'à partir d'une application qui s'appelle WHAM, WHM, alors je ne sais pas quelle est cette appli, elle existait peut-être déjà avant, vous lui chargez un screenshot du jeu et il anticipe tous les scénarios de jeu derrière sans avoir le jeu. Incroyable. Là, c'est important. C'est-à-dire il génère vraiment... ce qui peut se passer après cette image. Donc par exemple là dans la démo, je crois qu'ils prennent en entrée, quand on revient au début de la démo, Antoine, une image promotionnelle. Okay. Il la charge et en fait le jeu va générer des scénarios avec un arbre de décision de ce qui pourrait se passer en fonction que le bonhomme va tout droit, à droite ou à gauche. Donc il anticipe du comportement. Alors vous l'avez compris, ça a été entraîné sur cet univers-là. Donc, ils ne l'inventent pas de zéro. Et on avait déjà évoqué d'autres modèles aujourd'hui sur le marché qui commencent à faire ça, qui inventent le jeu complet. Par contre, là, ils génèrent vraiment le scénario de comment va se comporter le bonhomme, où est-ce qu'il va aller et les différentes choses qui peuvent se passer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une deuxième vidéo qui nous montre que on peut interagir dans le scénario à partir de l'appli. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a généré, je peux aller dans un des passages. Donc, c'est la deuxième vidéo. Je ne sais pas si tu l'as, Antoine. Tu l'as, mais elle ne veut pas s'afficher. Je transcris. Donc, en tout cas, ce que fait, c'est que vous voyez que sur l'écran, on a une petite manette à droite. Donc, l'application, elle permet aussi à un moment de se positionner au milieu d'un des scénarios qui a été écrit par l'IA, à partir d'une des images de référence du scénario. Et elle va permettre d'interagir et de dire, tiens, va plutôt sur la droite pour régénérer un arbre de décision derrière. Donc, voilà. C'est assez marrant. C'est le modèle Muse. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces modèles sont disponibles en open source. On a le lien GitHub direct, c'est-à-dire qu'ils disent c'est à des fins de recherche. On ne va pas vous le vendre. On ne voit pas forcément ce qu'on va en faire parce que là, il est purement généré sur un des jeux vidéo. Oui. Et c'est tout le sujet. Parce qu'en fait, là, de revoir ton truc, je viens de percuter que oui, j'avais moi déjà vu aussi un reportage, un documentaire dessus. Et ils avaient quand même conclu que pour l'instant, il y a une énorme limite. Et désolé un peu de casser le truc sur la fin. Non, je suis là mais pour ça. Alors, qui est vu par, là, je te le donne, la vision industrie du jeu vidéo. Parce que nous, on a la vision Microsoft Pro. L'industrie du jeu vidéo, elle te dit, ouais, sauf que la durée de vie d'un jeu vidéo aujourd'hui, il est de quelques jours, quelques semaines, 1 mois. J'ai besoin de millions d'heures de jeu enregistrées pour entraîner mon IA. Mon jeu, il n'est déjà plus en vente. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, le paradoxe du temps d'entraînement et du contenu d'entraînement nécessaire... On ne dit pas le temps, on a une correspondance de 7 ans. Les informations nécessaires, même si tu ne parles pas d'entraînement, les informations nécessaires, comme tu dis, là, il y a eu du temps de jeu, etc., c'est trop tard. Le jeu est déjà en vente.
Et en fait, ce qu'ils te disent, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ce système tant que le jeu n'est pas en vente parce qu'ils n'ont pas assez d'informations. En amont pour générer. Parce que c'est pas juste avec les quelques bêta-testeurs, enfin quelques, mais il y a parfois 100, 200 000, 10 000. Mais même avec 10 000 bêta-testeurs, ils n'ont pas assez de volume. Alors en tout cas, aujourd'hui. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que des fins de test. Alors, aujourd'hui, en test, ils disent que c'est pas pertinent. Maintenant, demain, c'est ça qu'on parle de R&D. Si ce modèle est de plus en plus autonome et a besoin de moins en moins d'entraînement, par contre, ce qu'ils expliquaient, c'est que la logique, c'est qu'aujourd'hui, les IA s'entraînent par rapport à des comportements humains. Donc, elle va avoir le biais du testeur qui teste comme on lui a dit de tester. Et une IA qui, tu vois les biais qu'elle pense. L'industrie du vidéo, il pense déjà et il te dit, en fait, on va avoir une IA qui va tester comme un humain testerait. Du coup, je vais tester que des cas attendus, donc on a le biais du développeur qui teste lui-même son code. Non, tu peux tester des millions. En fait, si tu prends des jeux en ligne, par exemple, qui évoluent pas non plus drastiquement d'une année à l'autre, tu prends des Call of, Fortnite, ce genre de choses, tu as des millions d'heures de jeu, des milliards d'heures de jeu en fait en cumulé. Tu pourrais observer, entraîner ton modèle, et en fait, sur la nature du jeu, tu as un type FPS, type aventure, type autre, et permettre à des entreprises, ça pourrait être intéressant de se dire comment ton joueur il arrive là, qu'est-ce qui a généré ce scénario, ou quelle évolution intéressante serait intéressante. Tiens, j'ai 10 joueurs, j'ai 1 million de joueurs qui font tout systématiquement ça marche pas, peut-être qu'on pourrait imaginer ce scénario là. Voilà, là tu mets le doigt sur autre chose, et c'est ce qu'il dit, c'est que là on parle de l'avenir, ça ne le fait pas là, tu vois, on voit, il te montre les boutons, et en effet, par contre, avoir des comportements de joueurs prédictibles et justement peut-être même à chercher d'autres choses, ça, on n'a pas la solution. Je dis que l'industrie du jeu vidéo disait que c'est nul, on n'ira jamais. Ils disent juste qu'en l'état, c'est mignon, mais il faut que ça aille plus loin. Ce qui est intéressant, c'est le côté génératif, c'est d'imaginer que ton jeu demain, dans un futur plus ou moins proche, du coup, on est d'accord, puisse s'adapter à ton comportement de joueur, tu vois. C'est ça. Avec finalement une carte qui n'est pas forcément tout à fait écrite, mais tu vois, des choses qui viendraient un peu se positionner dans un scénario parce que c'est ton comportement qui y amène des PNJ plus intelligents. Alors non, justement, là tu verras, il y a plein de reportages récents là-dessus, ils te disent en fait des IA de niveau jeu vidéo ultra fortes, on sait les faire depuis plus de 15 ans. Le premier c'était le jeu Fear. Aujourd'hui les IA sont réfléchis pour frustrer le joueur le plus mauvais, pour ne pas frustrer un joueur mauvais. Donc un bon joueur est frustré. En fait, parce que lui, c'est trop simple. En fait, le paradoxe de l'IA aujourd'hui, c'est qu'on sait faire des IA ultra fortes, ultra balèzes et qui ne trichent pas. Sauf que quand tu fais ça, t'as un problème. Du coup, d'où l'IA qui devrait peut-être automatiser. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, le Think Deeper. Et c'est ça qui est intéressant pour revenir au sujet. C'est que l'IA des jeux vidéo, aujourd'hui, est volontairement, de façon arbitraire par un game designer, réduite à un comportement. On dit, les développeurs sont nuls. Non, en fait, là, n'importe quel développeur sait faire une bonne IA. Le problème, c'est que la bonne IA, elle est trop forte. Donc, parce qu'un vrai humain face à un joueur ne perd pas. Dans les jeux d'infiltration, tu veux dire que le mec qui doit 150 mètres. Mon niveau sur Dragon Ball, c'est ça? Tu as surcoté ton niveau. Les IA sont volontairement rabaissés. Par contre, avec ce qu'on voit ici, c'est qu'on pourrait trouver quelque chose qui, en observant des comportements, pourrait trouver un juste milieu entre la frustration et l'intelligence. Et ce que t'expliquent les game designers, c'est cet équilibre de frustration, intelligence, récompense qui est aujourd'hui pris par un humain juste par rapport à son expérience, et c'est une vraie question à se poser, entre le génie d'un game designer de légende et une IA qui va avoir raison et de qui on a besoin. Et puis il y a autre chose. Enfin, là, tu es sur un premier modèle qui a nécessité ces 7 ans de jeu humain continu, façon de parler. Demain, on pourrait imaginer qu'à partir... tu mixes ça avec des modèles qui, à partir d'une image, te créent le scénario. Tu as un mix de millions de scénarios possibles. Tu vois, c'est-à-dire que tu as créé l'univers 3D qui s'est fait pour naviguer dans ta première image de storyboarding, et derrière tu prends un modèle comme ça qui lui te génère tous les scénarios possibles en fonction de si tu vas à gauche et à droite, t'imagines plein de fins, et en fait, finalement tu as créé un monde ouvert avec 1000 histoires, façon de parler, et ça pourrait être une manière, alors il le dit, c'est beaucoup plus à des fins d'idéation, tout ça aujourd'hui, ça te crée pas un jeu vidéo de toutes parts. Maintenant, ce sont de belles avancées, c'est intéressant de voir l'industrie du jeu vidéo qui teste des choses. Donc, c'est un beau fantasme de Microsoft, parce que ça tu le sais peut-être pas, mais venant d'école d'informatique... Alors, c'est un jeu... Oui, non mais le fantasme de Microsoft, ils l'ont depuis longtemps. Moi, jadis, quand j'étais à l'école, Microsoft venait dans les écoles avec des frameworks simplifiés pour générer des jeux. Donc moi, il y a presque 20 ans en arrière, j'ai eu un gars de Microsoft qui était venu me voir à l'école. Bon, enfin, pas moi, mais toute mon amphi. Du coup, c'est quelque chose que Microsoft a en tête depuis toujours, la génération des jeux vidéo, et de le rendre accessible. Moi, il y a presque 20 ans en arrière, les gars de Microsoft étaient venus dans mon école nous présenter des SDK et des frameworks pour que des non-développeurs de jeux vidéo, genre des étudiants en informatique,
puissent générer leurs jeux vidéo. Donc tu sens que Microsoft, ça fait 20 ans qu'ils ont ça en tête. C'est un but. Voilà, ultime. ils ont vraiment un but ultime là-dessus. Je vais vous citer rapidement. Donc ça, c'était le modèle Muse, voilà, qui a été proposé par les équipes de Microsoft Research. Il y en a 2 autres à avoir en tête qui sont intéressants. Alors il y en a un, nous, qu'on a commencé à manipuler, qui est pas mal, qui s'appelle OmniParser V2. Okay. Celui-là, il vous permet, donc il est décrit comme ça, un module d'analyse d'écran avancé basé sur la vision qui convertit les captures d'écran d'interface utilisateur en éléments structurés. Wow. Le but, c'est quoi ? C'est de permettre à des agents d'exécuter des actions sur de l'applicatif. Alors c'est très proche de ce qu'on avait eu l'annonce d'OpenAI, l'opérateur, cet agent qui va sur un site web le fait lui-même. Pour faire ça, il faut quelque chose qui permet finalement dans une zone d'expliquer à un agent, à un LLM, qu'est-ce qui est cliquable, qu'est-ce qui l'est pas. C'est-à-dire que lui, il va voir son champ vision, il va voir une image, votre site web globalement, mais il va pas savoir ce qui est cliquable si on lui dit pas. Ou en tout cas, il peut avoir le réflexe par la vision. C'est de la vraie IA parce que exactement. Un des nombreux points qui servent à définir l'UX UI, c'est l'expérience, le vécu et le ressenti qu'a un individu devant une interface utilisateur. Ça fait une des définitions à prendre en compte quand tu construis une UX UI applicative. C'est ce passif et cet historique. Et du coup, je te vois réagir. Bah oui, on peut entraîner une IA à avoir une connaissance passée de qu'est-ce que c'est qu'une UX UI en fait. Et ça, du coup, c'est entre guillemets facile. C'est-à-dire que c'est évident qu'on peut le faire. C'est évident. Et donc l'idée de ce qu'ils disent, c'est de faciliter et améliorer la précision, parce qu'aujourd'hui tu demandes à un GPT-4 multimodal, etc., où est-ce que je peux cliquer sur ce site. En effet, son retour d'expérience sur sa base d'entraînement te dira à peu près où. Par contre, pour faciliter l'interaction et vraiment se dire que ça, ce sont des éléments détachés, donc tu peux cliquer dessus, il y a des modèles. Donc OmniParser V2, on a commencé nous à en voir des sujets d'application en interne, et on a un dernier qui s'appelle Magma qui permet de faciliter l'interaction entre le monde digital et le monde physique. Et plutôt là, si tu veux avoir des robots qui manipulent des choses et que tu veux qu'un agent puisse les piloter, en fait l'agent il raisonne pas dans un monde 3D globalement, donc une explication que tu vas donner en digital de fais ça aura des fois une mauvaise traduction dans un monde physique. Et en fait, c'est pareil, ils ont entraîné des modèles avec un mix de commandes de ce qu'on a souhaité faire versus ce que ça a fait en termes d'opération et de scénario. Ton bras articulé qui a pu avoir plusieurs possibilités de se déplacer, comment il va se déplacer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un chemin qui permet d'avoir demain du pilotage d'un monde physique sans avoir une cartographie 3D de ton monde. Tu vois, ça, c'est ce qu'on avait vu chez Nvidia, où tu recrées un monde 3D et tu as un LLM qui comprend le monde 3D. Là, c'est plutôt un LLM. Alors, je crois que le nom de mémoire, ils appellent ça les modèles vision, langage, action. C'est qu'en fait, pouvoir associer ce que tu attends de l'outil à ce que ton outil voit via une image ou une vidéo, mais qui n'est pas un monde 3D, et l'action qu'il va pouvoir faire dans le monde réel. Donc voilà, donc Et moi, j'attends de voir comment tu parles du bras, mais comment 2 robots, là, au sens différent, avec leurs agents, vont réagir. Parce que je pense qu'une news assez récente qui a un peu cassé Internet, en tout cas dans le monde de l'IA, c'est de voir des IA discuter en Gibber. Je sais pas si tu as vu, c'est que la science-fiction, où on voit dans les vieux trucs, même de plus 20, 30, 40 ans en arrière, on voit des robots parler à base de bip, boop, bip, boop, et de bip, bip se parler entre eux, et on dit, les méchants, on entend des bip, bip, c'est les méchants robots qui arrivent. Aujourd'hui, les IA qui utilisent le protocole Gibber, elles parlent avec des bips, et elles se parlent. Alors, on voit, tu mets 2 téléphones face à face, quand elles comprennent que c'est des IA, elles arrêtent de parler comme toi et moi, et elles se mettent à parler en bip, en Gibber. Et du coup, tu dis, mais ça, avec cette vitesse de communication-là, ça veut dire qu'en gros, tu peux avoir un agent, un robot avec son bras qui peut dire, je te jette la balle à tel endroit, et l'autre, il la récupérera. Et la vitesse d'envoi d'informations par le son, en termes de bip-boop, on va appeler ça des bip-boop, le Gibber, fait que l'autre, elle aura le temps de réagir et de bouger son bras. Et ça, c'est ouf. Mais attention, là, dans le modèle, du coup, elle leur a fait perdre la vision pure, pas par une connaissance du monde 3D et de comment la pesanteur de la balle va faire avec tu vois, des simulations extrêmes. C'est une autre approche. Mais par contre, elle aura une réponse adaptée parce que de l'image qu'elle aura du robot en face, elle se dira, il a décrit ça. Donc les 3 scénarios, un peu comme le fait le jeu vidéo, c'est ça. Donc en gros, j'en ai un en réponse, quoi. Donc c'était le modèle Magma. Donc voilà, ça fait partie. Il y en a d'autres. Il y en a aujourd'hui un peu plus d'une dizaine sur le site. Je vous encourage à aller consulter. Donc ça, c'était sur l'Azure AI Foundry Labs, nouvelle page de présentation de Microsoft des modèles fondation proposés par leurs équipes recherche.